Bonjour, merci de participer à cette table ronde. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler mobilité et plus particulièrement pour parler mobilité des jeunes. Par jeunes, nous entendons des personnes comme vous de 18 à 35 ans. Du coup, je vous demanderai au cours de cet échange de me raconter comment vous vous déplacez aujourd'hui, en quoi votre mobilité est différente peut-être de celle de vos aînés. Donc c'est ça qui va occuper cet échange que nous allons avoir aujourd'hui. Évidemment, vous parlez avec vos personnalités et vos modes de vie, c'est-à-dire que vous soyez seul et en couple ou avec des enfants, que vous ayez des expériences de mobilité dans d'autres pays également. Tout va m'intéresser évidemment dans le cadre de cet échange. Donc, je suis Virginie Cohen, je dirige le département qualitatif au sein de Kantar et nous avons mené du coup la grande étude Moving On, qualitative et quantitative, qui va rythmer notre échange d'aujourd'hui. Du coup, je vous propose de vous présenter comme vous le souhaitez. Voilà, votre nom, prénom, âge, où vous habitez également, et puis peut-être un mot ou une idée qui vous définit bien, qui dit bien qui vous êtes. Je commencerai peut-être par Jean-François, dans l'ordre de mon écran. Parfait, donc merci Virginie. Donc moi c'est Jean-François Deldon, je travaille chez Michelin depuis une dizaine d'années, donc j'ai 34 ans, il se trouve que je suis en couple et j'ai deux enfants en bas âge de 4 ans et 1 an. Et j'habite en Auvergne, donc dans la région Auvergne, à Clermont-Ferrand, depuis quelques années. Et je dirais que par rapport à la mobilité, quand on est dans la campagne, on est amené à beaucoup se déplacer pour aller au travail, pour aller à la maison et aux différentes activités. Et puis aussi, bien sûr, l'autre moment de mobilité que j'ai souvent, c'est hors période Covid, les vacances, et on espère bientôt les retrouver. Donc Anna, donc collaboratrice chez BNP Paribas depuis quasiment 15 ans. Tout comme Jean-François, j'ai 34 ans, j'ai qu'un seul enfant, donc une petite fille de 4 ans. Et moi, donc, je me déplace quotidiennement en voiture hybride que j'ai acquis depuis juillet dernier par conviction. Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et donc je suis français, mais j'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis la plupart de mon enfance, et j'ai donc fait mes études, mon école de commerce à McGill à Montréal, que j'ai fini donc en 2019, et j'ai décidé de travailler un peu avant de continuer un master en septembre à Paris. Et je dirais que moi, vraiment la mobilité, les transports en commun, je pense que mon mode de transport préféré, c'est le tramway. Je ne sais pas, je trouve ça quelque chose de de très intéressant. Ok, merci Théo. Alors justement, si du coup on parle mobilité, évidemment, mais pour commencer, si je vous dis, quand vous entendez mobilité, spontanément, quelles sont toutes les idées, toutes les images qui vous viennent à l'esprit? Sans me faire de phrase nécessairement, mais mobilité tout de suite, ça vous dit quoi? Moi j'allais dire nécessité. D'accord. Donc, liberté, nécessité. Théo? Moi, je dirais point A à point B. D'accord, aller de point A à point B. Quoi d'autre encore? Comment est-ce que vous définiriez la mobilité? Si vous deviez en donner une définition à quelqu'un, comment est-ce que vous la définiriez? Je ne sais pas, allez-y, par exemple. Anna, vous diriez quoi? La mobilité, c'est quoi aujourd'hui? Pour reprendre ce que vient de dire Théo, en effet, c'est la capacité de se déplacer d'un point A à un point B, d'avoir cette liberté de pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect humain, c'est-à-dire nous, comment on se déplace, métro, tramway, voiture, train, avion. Il y a aussi un autre aspect, et on l'a vachement vécu, je trouve, pendant le Covid, c'est tout ce qui est logistique. C'est aussi le transport des marchandises, pour moi, la mobilité, qu'on puisse nous apporter également ce dont on a besoin directement à domicile. Merci. Jean-François? Ouais, je dirais qu'effectivement, pour moi, la mobilité, c'est vraiment le fait de pouvoir transporter quelque chose, et que ça soit effectivement nous-mêmes, que ça soit des biens, même pour avoir travaillé dans le domaine des données ou du digital, pouvoir transporter des informations, ou comme aujourd'hui des vidéos à une image très, très, très éloignée. C'est tout ça, en fait, pour moi, les moments de mobilité, c'est pouvoir amener quelque chose qui est quelque part, autre part. Et pour moi, vraiment, la mobilité, c'est quelque chose qui est un droit pour tous. C'est quelque chose qui, en gros, je ne pourrais pas imaginer un monde sans mobilité, qui pourrait donc nous amener voir notre famille, qui pourrait en effet nous permettre d'aller travailler, d'aller
d'aller faire les courses, de voyager, de découvrir le monde. Donc pour moi, vraiment, la mobilité, on peut la retrouver partout. Après, chacun aura son propre mode de transport, sa propre définition. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la mobilité touche tout le monde et que c'est donc très important qu'on puisse la rendre la plus durable possible. Alors justement, merci Théo de me parler de ça, parce que j'allais vous poser une question qui est, donc vous m'avez donné des définitions de la mobilité. Est-ce que vous pensez que vos aînés donneraient la même définition? Est-ce que vous pensez ils se font la même idée de la mobilité ou pas, et pourquoi? Alors, bah, moi, je pense que ce qui différencie un peu, on va dire, mes aînés, mes grands-parents ou mes parents avec ma génération et mes amis, par exemple, c'est le côté multimodalité. Le fait que chez les jeunes, on va dire, entre guillemets, la mobilité, ce n'est pas que la voiture ou le bus, ça peut vraiment comprendre la mobilité douce, ça peut comprendre les voitures électriques, les scooters électriques, même marcher. Donc, c'est vraiment un service. C'est quelque chose qui réunit tous les modes de transport différents. Et je pense donc que les aînés n'ont pas forcément cette vision-là. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna, par exemple? Moi, par rapport à mes aînés, je dois dire que la définition pour eux, en tout cas moi par rapport à ma propre situation, elle diffère pas trop, si ce n'est qu'ils sont en effet, je rejoins Théo, assez impressionnés par tout ce qui est mobilité durable, mobilité un peu plus verte. C'est vrai que quand je transporte mes parents dans ma voiture électrique, enfin en tout cas quand elle est en mode électrique, ils sont impressionnés voilà, du silence, du confort que ça apporte. Et il y a aussi un paramètre hyper important, donc il y a un côté développement durable, il y a aussi un côté plus personnel qui est financier. Quand je leur explique voilà, qu'avant, c'était X euros d'essence par mois et aujourd'hui, j'ai réduit quasiment de 10 ma facture. Eux auraient aimé, je pense, à ce moment-là aussi pouvoir en bénéficier. Effectivement, en fait, je pense que par rapport à mes aînés, que ce soit mes parents, mes grands-parents, en fait, on a forcément une notion de la mobilité qui a un peu changé. Dans le sens où même, enfin moi quand je suis devenu adulte, donc il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était quand même une grosse étape d'avoir une voiture et tout ça, alors qu'on voit que dans le monde actuel, c'est plus forcément une aussi grosse étape que ça pouvait l'être pour nos aînés. Donc déjà de ce point de vue-là, en fait, il y a un apport à la mobilité qui a un peu changé sur les modes de mobilité. Et puis au-delà de ça, en fait, il y a à la fois des modes de mobilité qui ont évolué, une accessibilité à la mobilité qui s'est accrue, dans le sens où en fait mes parents, mes grands-parents sont pas forcément beaucoup sortis on va dire de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc de la région, là où leurs enfants, leurs petits-enfants ont déjà voyagé dans plusieurs pays, même étant très petits. Donc je pense qu'il y a une notion de mobilité qui s'est énormément élargie, et puis forcément avec des moyens de plus en plus divers, variés, puisque quand on bouge maintenant, c'est rarement avec un seul moyen. On peut faire du bus, et puis après du métro, du tram. Pour donner un exemple, on est allé à Amsterdam l'année dernière avec mon fils, juste avant le Covid, et on a dû faire 5 moyens de transport différents simplement pour partir de chez nous et arriver à l'hôtel à Amsterdam. Ce que je pense n'était pas possible, ou en tout cas pas envisageable à l'époque de mes parents. Donc, en résumé, on pourrait dire que vous, aujourd'hui, ce que vous attendez de la mobilité et des différents déplacements que vous réalisez, ou des différents modes de déplacement que vous utilisez, c'est quoi exactement? Vous pourriez dire, voilà, moi aujourd'hui, ce que j'attends de mes déplacements, de mes modes de déplacement et de ma mobilité, c'est quoi? Alors, je pense que pour moi, donc, ça revient à la définition de la mobilité durable. Parce que la mobilité durable, j'avais tendance à penser que ça soit juste la mobilité verte, écolo, on va dire. Sauf qu'en fait, la mobilité durable, pour moi, c'est accessible, c'est sûr, c'est efficace et c'est vert. Donc, pour la mobilité de demain, que ce soit la voiture ou que ce soit marcher ou le vélo, ça doit vraiment répondre à tous ces 4 critères différents. Donc, avant tout, surtout l'efficacité. De dire qu'aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, c'est mon opinion, hein, mais qu'aujourd'hui, d'aller d'un point A à un point B, on veut que ça soit la manière la plus efficace. Donc, on s'en fiche si c'est le vélo, le bus, le vélo et le tramway, tant que c'est la façon la plus rapide. D'accord, donc moi je veux que mes déplacements aujourd'hui soient efficaces, ils soient simples, ils soient rapides. Très bien. Jean-François, Anna, vous aujourd'hui, vous voulez quoi? Que vos déplacements ils soient quoi? En fait, alors Théo, je rejoins tout à fait ce qu'il dit, mais je vais juste rajouter un paramètre. C'est moi ce que j'attends aujourd'hui, c'est que, alors bon, moi je l'ai bien mentionné, je suis en voiture quasiment quotidiennement. J'attends aussi qu'il y ait une infrastructure en fait autour de ça qui le permette.
Moi, typiquement, je suis équipée d'une hybride. Moi, j'ai la chance d'avoir mon entreprise qui m'équipe dans mon parking de bornes de recharge gratuitement. Alors, je ne dis pas que partout, ça doit être le cas, mais je trouve qu'on en manque cruellement dans plusieurs spots en ville pour pouvoir charger facilement son véhicule. On dit que sur Paris, il y a X places de charge, c'est vrai, mais à chaque fois, il y a aucune place de dispo, en fait, parce que les gens restent, etc. Donc, peut-être améliorer l'infrastructure autour de cette mobilité aussi, verte par rapport aux voitures, en tout cas. Donc, comme vous le savez, hein, du coup, cette table ronde se réalise dans le cadre de l'étude Moving On, et j'aimerais revenir avec vous sur certains des enseignements de cette étude pour vous entendre, hein, sur chacun de ces enseignements. Donc, si je commence par le premier enseignement, l'étude Moving On nous a montré que les 18-30 ans en France et dans le monde étaient aujourd'hui plus pragmatiques qu'idéalistes, ou, dit autrement, on va dire engagés mais pas utopistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai pour vous également? Dites-moi. Théo, je vous vois acquiescer. Oui, bah en fait, c'est un peu un dilemme, je pense que notre génération peut avoir, c'est qu'on veut voyager, on veut pouvoir aller partout, on veut pouvoir découvrir des nouveaux endroits, mais en même temps, on est très conscient du fait que notre planète est en train de souffrir, que la mobilité durable est quelque chose qui est très important. Par exemple, de mon côté, moi, prendre l'avion, c'est quelque chose que j'adore, enfin, c'est ma passion, l'aviation. Mais en même temps, je me dis qu'il faut essayer de limiter ça pour arriver vraiment à réduire l'impact du réchauffement climatique. Donc, c'est un peu un dilemme. Donc, c'est ce côté idéaliste où, en effet, pour nous, la mobilité, c'est un peu plus pragmatique. Donc, je rejoins tout à fait cette analyse, mais en effet, il faut garder en tête, essayer de réduire ces déplacements quand on n'en a pas besoin, en fait. Anna, par exemple, plus pragmatique qu'idéaliste, est-ce que ça vous définit bien? Oui, bah, en effet, avec ce qu'on vient d'entendre, c'est que clairement, aujourd'hui, si on veut, on sait que la planète, en effet, souffre, comme l'a dit Théo, où il y a un taux d'émission qui est assez important, etc. Fondamentalement, on n'a pas la capacité à changer du jour au lendemain, c'est-à-dire Jean-François et moi-même, on ne va pas arrêter la voiture pour autant. Donc, il y a un côté idéaliste qui ne peut pas être atteignable, clairement. Donc, le côté pragmatique, c'est quoi? En effet, c'est de se déplacer peut-être plus intelligemment, c'est-à-dire privilégier des choses qui sont vraiment obligatoires plutôt que d'avoir... c'est plutôt voilà, des déplacements bien réfléchis plutôt que pour se faire plaisir. Et ensuite, par rapport à l'avion, je suis d'accord, on aime tous, on est une génération, on aime tous voyager, on aime tous avoir ce côté accessible pour pouvoir y aller. Et puis, quelque part, on ne va pas se dire on va arrêter de voyager du jour au lendemain. L'avion reste encore un moyen extrêmement efficace pour se rendre de l'autre côté de la planète. Maintenant, il y a des choses qui se compensent avec, quand vous achetez des billets d'avion, je trouve ça très bien, c'est pragmatique de dire, bon, bah voilà, en versant un peu plus de sous, on compense un peu notre émission carbone. Donc, le dilemme, du coup, peut s'effacer un petit peu, même si ça n'efface pas complètement l'impact sur la planète. Ok, merci. Jean-François? Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit, dans le sens où je pense un peu comme mes collègues, si on me propose en fait deux solutions où il y en a une qui est écologiquement plus responsable que l'autre, je vais forcément choisir la plus responsable. Mais après, il y a un certain nombre de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est vrai qu'on se rend compte à la fois dans le travail, mais aussi pour les loisirs, que découvrir de nouvelles cultures, aller à la rencontre des gens, en fait, c'est tellement important dans le monde actuel. Et on se rend encore plus compte depuis justement que la crise a commencé, que forcément, il faut faire des choix et c'est toute une question de compromis. Donc forcément, je pense qu'on est de plus en plus poussé à faire ces choix écologiques, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de voyages, on va peut-être essayer de trouver à égalité de temps et d'efficacité, ou à peu de choses près, celui qui est le moins coûteux pour la planète. Mais par contre, voilà, on va pas forcément aller jusqu'à l'utopie d'arrêter tout et de se dire non, effectivement, on reste tous chez soi et puis on communique par Zoom. Et puis juste un petit exemple, quand moi j'étais donc 4 ans à Montréal, Montréal c'est vraiment juste à côté de New York. New York est une ville vraiment magnifique. Et donc quand on voulait aller voir et visiter New York, c'était soit 40 minutes d'avion, enfin 30 à 40 minutes d'avion, soit 8 heures de train. Donc c'est là où on se dit, bon, est-ce que c'est pas... oui, certes, le train c'est moins cher, c'est beaucoup plus avantageux pour l'environnement,
mais en effet, ça fait quand même long. Donc, c'est là où il faut voir, est-ce on est étudiant, est-ce qu'on est vraiment dans le milieu professionnel où c'est indiscutable de prendre le train 8 heures, d'être sans connexion Wi-Fi. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder qui est la personne qui voyage, car cette personne pourra plus ou moins faire des sacrifices en termes de coûts, en termes de temps passé dans les transports. On peut penser aussi, pareil avec Michelin, qui est à Clermont. Entre Clermont et Paris, on peut soit prendre l'avion et être facilement à Paris, ou on fait 3h30, 4 heures de train, avec des retards s'il y en a. Donc, on a parlé voiture, on a parlé avion, on a parlé vélo, on a parlé autres modes de transport. Donc, là également, donc, c'est quelque chose qui ressortait dans cette étude Moving On, à savoir les pratiques multimodales qui se développent. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, me donner un exemple très, très concret de pratiques multimodales, puisque j'ai l'impression que vous en avez, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Donc, voilà, un exemple de pratique multimodale type me dire, voilà, moi aujourd'hui, par exemple, je fais ceci et cela. Alors, moi, je suis pas le bon exemple. Non, mais ouais, enfin, aujourd'hui, c'est vrai que je suis vraiment quasiment 100% de mon temps quand je me déplace en voiture, parce que j'ai ma fille. Bon, bah, Jean-François se reconnaîtra dans mon discours, mais moi, je dépose ma fille n'a pas, enfin, son école n'est pas à côté de chez moi, elle a à 15 minutes en voiture ou 1 heure de transport. Voilà, clairement. Donc, c'est soit je prends le bus et le métro et je la dépose et je fais le sens inverse pour soit rentrer à la maison, soit aller au bureau. Donc, en effet, je privilégie la voiture pour faire tout ça, et je gagne 50% de mon temps. Néanmoins, je ne me prive pas le fait. Je ne suis pas du tout contre les transports en commun, loin de là. Mais si j'ai, par exemple, l'opportunité de le prendre parce qu'il n'y aura pas d'emplacement où se garer, bien évidemment. Mais c'est vrai que je suis essentiellement voiture. Donc, moi, la multimodalité, malheureusement, ne s'applique pas à moi. Mais je crois que c'est surtout Théo qui nous a parlé de multimodalité. Oui. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que vous avez un bon exemple, Théo, de multimodalité? Ça dépend où j'étais. Par exemple, à Montréal, je me souviens que pour aller à l'aéroport, par exemple, c'était plus efficace de prendre d'abord le métro pour aller jusqu'à une station, puis après de prendre le bus qui nous amenait directement à l'aéroport. Donc, et donc, je marchais, je regardais le GPS pour aller à la station de métro la plus proche. Après, je prenais le bus pour me rendre à l'aéroport. Mais voilà, mais ça dépend de là où j'étais. À Paris, pareil, le Vélib, c'est très utile. On peut prendre le Vélib pour après prendre le RER qui nous amène quelque part, pour après prendre le bus. Mais ça dépend vraiment, parce qu'à Atlanta, pareil, où j'ai grandi, il n'y avait pas énormément de multimodalité. Il y avait Uber. On avait la chance d'avoir Uber, mais sinon, pas grand-chose. Le deuxième enseignement de l'étude Moving On nous dit que la Covid-19 a accéléré la transition vers une mobilité et peut-être même d'ailleurs un mode de vie moins subi et plus choisi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez me l'illustrer avec des exemples du quotidien? Alors, moi, Virginie, je ne vais pas peut-être répondre directement à votre question, mais pour le côté subi et choisi, en fait, nous, chez BNP Paribas, dans le cadre de tout ce qui s'est passé, la pandémie et le déconfinement, notamment en mai de l'année dernière, en fait, il y a une étude qui a été faite en interne par les ressources humaines auprès des collaborateurs du groupe pour savoir comment les gens se sentaient et face au retour assez imminent dans les locaux. Et ils se sont aperçus que les gens avaient une très très grosse crainte de prendre les transports en commun de par le virus qui circulait, et ne se sentaient vraiment pas à l'aise. Et donc, de ce fait, et suite à ces enseignements et à l'analyse de cette étude, de ce sondage, on a initié un projet qu'on a appelé ça des solutions alternatives au transport en commun. Donc, ça va un peu à l'encontre en effet de transport, mais en même temps, on a pris en compte la voix des collaborateurs, et on a mis en place un projet qui a consisté en quoi? C'était, on a loué 30 voitures électriques auprès de Arval, en effet, qui est une filiale de la BNP Paribas. 30 voitures électriques qu'on a réparties dans 3 buildings différents et qu'on mettait à disposition de nos collaborateurs pour qu'ils puissent faire leur trajet en toute sérénité, maison et boulot. Et ça, pour le coup, ça a été pour nous une vraie alternative et une vraie solution pour eux de choisi et pas subi. C'est-à-dire, ils n'étaient pas forcés de prendre les transports en commun. Ils avaient l'option de pouvoir prendre une voiture, bien évidemment, s'ils étaient équipés d'un permis de conduire, mais ils avaient le choix, voilà, pour se rendre en toute sécurité sur le lieu de travail. Très clair, en effet, c'est une très bonne illustration. Jean-François
Jean-François Théo, une mobilité moins subie et plus choisie? Ouais, je dirais qu'à certains égards, oui, parce que en fait, le fait qu'on travaille aussi pas mal de chez nous fait qu'on a pu faire en fait d'autres équilibres dans la vie. Enfin, moi, je donne l'exemple, il y a l'école de mes enfants qui est très proche de chez moi. C'est vrai que quand je les dépose, si je reviens chez moi, en fait, je gagne beaucoup de temps le matin. Je fais moins de kilomètres aussi. Et du coup, enfin, c'est vrai que c'est gagnant à la fois pour moi et pour la planète et pour mon travail, puisque j'ai plus de temps aussi pour travailler sur les différents sujets qui m'occupent. Donc, je pense que c'est effectivement un peu plus choisi dans le sens où, en plus, même dans cette période de déconfinement, on a un peu le choix des jours où on télétravaille et tout ça, et donc on peut plus s'adapter. Et je pense à des contraintes toutes simples, hein, où des fois on avait des réunions à droite, à gauche, et on essayait toujours de jongler. Je ne sais pas si Anna, toi, tu as plusieurs sites aussi BNP où tu te balades, mais c'est vrai que c'était des fois difficile de jongler entre les différentes réunions sur les différents sites. Là, avec le fait de pouvoir allier à la fois du présentiel et du distanciel, ça permet de mieux choisir les moments où on se déplace et de se dire mais quand est-ce que c'est vraiment important que je me déplace et quand est-ce que je peux rester plutôt soit dans le bâtiment où je suis, soit chez moi, pour pouvoir être tranquille et à l'aise pour pouvoir travailler. Ouais. Ok, en effet, merci Anna. Donc, une dernière thématique avant de conclure. Donc, dernier enseignement, Moving On nous montre que les jeunes ont des attentes fortes vis-à-vis des pouvoirs publics, des villes et des entreprises, hein, qu'elles soient évidemment publiques ou privées, pour agir avec eux et pour accélérer les choses. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que c'est votre cas également? Je pense que je vais rebondir sur ce que Anna avait dit au début de cette roundtable, de dire qu'en fait, l'infrastructure est vraiment très importante pour que la mobilité, le transport public soit vraiment bien accepté. Et par exemple, si on parle de bornes rechargeables, de stations de vélos partagées ou de même de voitures partagées, il va y avoir un investissement de la part des collectivités, de la part des régions, des villes, pour financer ces projets d'infrastructure, créer des hubs de mobilité. Donc moi, mes attentes du gouvernement, c'est vraiment enfin des pouvoirs publics, c'est de commencer des projets, d'initier des projets d'infrastructure. Jean-François, des attentes à l'égard des entreprises publiques ou privées ou de l'État? Je dirais que oui, en fait, ça rejoint beaucoup la thématique qu'on a traitée tout à l'heure du pragmatisme. C'est-à-dire que vu qu'on est assez pragmatique, on attend en fait de pouvoir, on va dire, sans trop de douleur, pouvoir choisir des options les plus durables et les plus saines possibles pour l'environnement, les plus sûres pour nous et tout ça. Et forcément, ça passe pas que par l'utilisateur qui se mobilise, mais vraiment par les pouvoirs publics qui mettent en place toute l'infrastructure nécessaire, par les sociétés qui se mobilisent, comme le disait Anna, et puis à Michelin aussi, il y a des systèmes de partage de véhicules électriques et tout ça qui sont en place, et c'est très bien. Et il y a encore plus de mobilisation à avoir, et qu'on cherche entre organismes privés et publics pour se dire mais comment faciliter les flux de personnes entre des endroits clés comme des gares et des lieux de travail qui peuvent être dans la ville ou en dehors de la ville. Et je pense que c'est vraiment un enjeu global et commun. Et c'est en ça que Moving On, je trouve assez génial, c'est que ça réunit tous ces acteurs-là au sein d'un même écosystème pour se dire, OK, mais maintenant, agissons ensemble et essayons de faire bouger les choses. Et donc, je pense que c'est un vrai enjeu pour le monde et c'est bien que ça puisse avoir lieu dans ce cadre. Je rejoins Jean-François et Théo. En fait, après, je veux dire, les entreprises privées ont quand même commencé, je trouve, hein, à actionner en tout cas le pas pour aller vers cette trajectoire. Et notamment, je vais citer encore une fois BNP Paribas, mais on a tous en fait dans la direction des voitures de fonction pour nos CEO, pour nos patrons, en tout cas voilà, les membres du COMEX. Et Arval a initié en fait un projet qui est très chouette, qui s'appelle le vélo de fonction. C'est-à-dire une alternative aux voitures de fonction. On propose le vélo de fonction avec en effet le même accompagnement des cadres. Donc voilà, donc ça commence. Donc, et après, de manière générale, malheureusement, on ne doit pas toujours attendre après les pouvoirs publics, etc. Mais il y a aussi un mindset personnel à avoir aussi. Donc voilà, je pense que c'est un état d'esprit à avoir avant de toujours attendre. Je pense que si on regarde par exemple le Mobility as a Service, qui est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entreprises,
certes, il faut un écosystème, il faut des partnerships entre les sociétés privées pour qu'une application puisse réunir Uber, Lime, etc. Mais il faut aussi que les pouvoirs publics coopèrent et n'aient pas peur du secteur privé, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait, je pense, cette liaison entre les deux, cette communication pour vraiment comprendre qu'à Paris, bah, ok, les attentes du gouvernement ou de la mairie, c'est ça, 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 et les attentes du secteur privé, c'est ça, ça, ça. Donc, ça revient avec ce que Moving On essaie de faire et cet écosystème, mais pas que d'entreprises privées, mais aussi de pouvoirs publics et de collectivités. Ok. Et Virginie, est-ce que je peux rajouter juste un dernier point? Oui, tout à fait. Parce que du coup, c'est vrai que Théo l'avait redit là tout à l'heure par rapport à l'infrastructure, par rapport à la mobilité, en tout cas pour que les gens, par exemple, les transports en commun. Moi, je dirais qu'il y a aussi une notion de sécurité aussi, où on attend beaucoup des pouvoirs publics là pour le coup. En tout cas, des personnes qui prennent ces transports-là à des heures un peu tardives. Je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect green, il y a aussi un aspect sécurité de la personne à prendre en compte aussi. Ok, très bien. Le mot de la fin, du coup, je vous demanderais si l'on se revoit dans 4-5 ans, par exemple, d'après vous, comment vos pratiques de mobilité auront-elles changé? Est-ce que vous vous déplacerez toujours pareil, de la même manière ou pas? Anna? Jean-François, je te vois rigoler. Peut-être en full électrique, en voiture full électrique, voilà. Très clair. Jean-François? C'est pour ça que je rigolais, mais je pense qu'en fait, ouais, j'aurai toujours une voiture, voire 2 voitures, hein, puisqu'on aura chacun un travail à un endroit différent. Mais par contre, je pense que l'évolution sera plus vers l'hybride ou l'électrique que maintenant, en fait. Ok. Théo? Ouais, j'espère vraiment, je reviens sur ce côté mobility as a service, j'espère vraiment pouvoir retrouver dans 5 ans une application qui réunissent tous ces différents modes de transport entre le secteur public et privé. Ok. Merci. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.